Alors Patrick, merci d'être là ce soir. Vous êtes président de l'entreprise familiale Martin Bellazou, c'est ce qu'on dit Bellazou, qui est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Vous êtes entré au MEDEF en 95 et vous avez occupé plusieurs mandats et aujourd'hui vous êtes à la tête du mouvement. Bienvenue en Saône-et-Loire. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Alors aujourd'hui, vous avez visité une industrie emblématique du territoire et demain, vous visiterez les écoles. Fabien nous a dit tout ça tout à l'heure. Merci du temps que vous consacrez pour nous dans votre agenda qu'on imagine compliqué. Justement, votre agenda, il y a quoi dans l'agenda d'un nouveau président du mouvement? Alors, on va peut-être faire en sorte que le grand entretien soit court. Non, un agenda de président du MEDEF, ce sont des sujets très divers, très divers. Et puis, la nécessité, qui est aussi une difficulté, d'essayer de combiner le temps long, le temps nécessaire à la réflexion, y compris sur les sujets essentiels qui ont été abordés précédemment, et puis la gestion de l'actualité. L'actualité, ça peut être l'actualité conjoncturelle, qui est assez stressante en ce moment, hein, sans en faire une généralité ni être catastrophiste. Ça peut être l'actualité sociale, et puis c'est l'actualité politique. J'entends par là que le MEDEF ne faisant pas de politique à proprement parler, c'est dans l'ordre des choses, au contact permanent de l'exécutif, du législatif, parce que singulièrement dans notre pays où on a une certaine faculté à vouloir tout réglementer, à ce que les pouvoirs publics fassent un peu de micromanagement. Si on n'est pas constructivement au contact des pouvoirs publics, eh bien on passe à côté de nos sujets, à côté de nos responsabilités. Tout ça est absolument passionnant, mais l'essentiel, et moi je m'emploie sincèrement à ne pas perdre ce repère. Je ne sais pas s'il est bon et mauvais, ou mauvais, j'ai quand même tendance à penser qu'il est bon. Moi, je m'emploie surtout à rester très au contact de nos adhérents, des réalités de terrain, à travers ma propre entreprise, hein, même si dorénavant, je m'en occupe évidemment beaucoup moins, mais à travers typiquement le type de réunion que l'on a ce soir, parce que finalement, c'est très stimulant. Alors pour le président lui-même, mais je pense pour notre collectif, c'est très stimulant d'avoir tous ces échanges, parfois ces confrontations, ces partages d'expériences. Ça peut être des partages de soucis, mais c'est surtout des partages de réussite. Voilà, donc c'est assez protéiforme, c'est assez aléatoire, avec des changements d'emploi du temps quasi permanents, et puis des grands moments de bonheur comme ce soir. Très bien, merci. Votre regard, vous, sur la transition écologique en tant que dirigeant du MEDEF? Alors, mon regard, c'est d'abord, là je suis très affirmatif, en l'espace de finalement assez peu de temps, les entrepreneurs ont réellement pris conscience de ces enjeux, de ce défi. J'aurais pas dit la même chose il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. J'espère que le MEDEF y a un petit peu contribué. Je veux dire par là qu'il n'y a plus de climato-sceptiques. Ça ne veut pas dire que certains n'ont pas évolué dans la douleur. Hein. Et c'est pas une posture intellectuelle. Quand je dis dans la douleur, c'est parce qu'ils savent que ça peut remettre en cause l'existence de leur entreprise, en tout cas du modèle économique de leur entreprise. Ça peut remettre en cause, et je trouve que c'est parfaitement respectable, on est quand même entre entrepreneurs, le fruit patrimonial d'une vie, parfois de générations antérieures. Ça peut remettre en cause une relation qui, dans certains cas, et c'est particulièrement vrai dans les TPE, PME, est presque affective avec des salariés. Donc, je me garde de considérer que tout le monde va vers ce défi environnemental dans l'allégresse. Ça crée également beaucoup d'interrogations. Et on doit contribuer, nous, organisations professionnelles, au-delà du fait de sensibiliser, à accompagner, à éclairer les entreprises, les dirigeants d'entreprises qui vivent cela comme ça. Mais il y a une marée montante en regard, et ça a été dit, je partage complètement, de chefs d'entreprise. Au passage, 190 000 chefs d'entreprise au MEDEF, hein. Donc dans tous les secteurs d'activité, dans tous les territoires, à toutes les tailles d'entreprise. Et il y a une marée montante de chefs d'entreprise qui considèrent que finalement, d'une contrainte très lourde, on doit faire une opportunité. Alors ça correspond à l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, certains ont été évoqués tout à l'heure, ça correspond à l'émergence de nouveaux modèles de production, et puis ça correspond aussi à une évolution des modes de management, parce que il ne faut pas non plus que cette
conscience du chef d'entreprise, femme ou homme, reste de son seul fait. Je veux dire par là qu'on a dans tous ces débats existentiels, je crois qu'on a un enjeu majeur d'acceptabilité. D'acceptabilité par les parties prenantes. Et je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Chacun doit gérer ses contradictions. On a quand même eu dans notre pays même des épisodes, je vais dire, assez éclairants, en tout cas troublants. Je pense évidemment aux gilets jaunes. Je pense à certains phénomènes qu'on observe aujourd'hui à travers des législations telles que le zéro artificialisation nette, les zones à faible émission, l'obligation de rénovation thermique des logements, autant de dispositions, et il y en a bien d'autres, dont on ne peut que partager la finalité. Mais quand on rentre dans la vraie vie, on s'aperçoit que, y compris des acteurs, ça peut être des entrepreneurs, mais ça peut être des retraités, ça peut être des ménages, peu importe, ce sont des individus, ce sont des personnes qui sont sincèrement environnementalistes, pour certaines même angoissées par ce péril, eh bien, quand ça touche leur quotidien, finalement, peuvent se cabrer. Je crois qu'on a une responsabilité éminente, tous les décideurs, entrepreneurs, mais pas que, les politiques, la haute fonction publique, les ONG, on a une vraie responsabilité qui est de savoir trouver le bon rythme, prioriser les objectifs, faire de la pédagogie, certainement pas dans l'esprit d'infantiliser les parties prenantes. Non, au contraire, d'abord de partager avec ces parties prenantes, parce que moi je ne crois pas à la science infuse. Je suis assez troublé de voir que chaque jour qui passe fait qu'il y a des sachants qui s'imaginent des directeurs de conscience d'une certaine manière. Donc on a un vrai enjeu d'acceptabilité, et c'est particulièrement vrai dans l'entreprise pour les salariés. Les salariés qu'on explique que pour une raison ou pour une autre, de ce fait, leur poste va disparaître et qu'ils doivent se former, qu'on doit les accompagner, s'adapter. Enfin, tout ça est absolument passionnant et ça fait plus que jamais appel à l'intelligence collective. D'accord. Alors du coup, les entreprises, on l'a compris, ont un rôle déterminant à jouer dans la transition écologique. Qu'est-ce qu'attend le MEDEF de la puissance publique par rapport à cet engagement ? Alors, pardon, je réponds par un détour, même si le temps passe et passe vite. Moi, je suis très impressionné par ça, parce que nous tous, un chef d'entreprise, en tout cas la plupart d'entre nous, on a tendance à être un peu paranoïaque et à faire dans l'autoflagellation. Toutes les enquêtes d'opinion, y compris les plus récentes, démontrent que les entreprises, nos entreprises, sont aux yeux de l'opinion publique considérées comme les acteurs les plus pertinents pour mener à bien cette révolution à laquelle on est confronté. Moi, ce qui me frappe plus particulièrement, c'est que c'est vrai des jeunes. C'est vrai des jeunes. Donc voilà, ça fait peser sur nos épaules une très lourde responsabilité. En même temps, je trouve que c'est très valorisant, c'est très motivant, c'est très stimulant. Je ne sais pas quelle partie du cerveau ça active, mais on a besoin aussi de satisfaction, d'amour-propre et d'estime. Bon, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics ? On attend des pouvoirs publics, j'ai fait un petit peu allusion à l'instant quand j'évoquais la loi climat et résilience à travers ces dispositifs qui parlent à beaucoup d'entre vous, ceux qui sont dans le bâtiment, ceux qui sont dans la logistique, ceux qui veulent étendre leurs usines. Je parlais donc de ces dispositions ZFE, ZAN, et certainement pas pour les stigmatiser ou les diaboliser. Ça demande donc que les pouvoirs publics soient beaucoup plus soucieux en amont de l'élaboration de la norme, sont beaucoup plus soucieux d'établir des études d'impact. Je reprends cette loi, je ne fais pas une fixation sur cette loi, il y en a bien d'autres auxquelles on s'intéresse en ce moment. Cette loi donc climat et résilience, quand vous prenez l'étude d'impact de cette loi qui à nouveau a des conséquences très importantes, c'est une loi environnementale. L'étude d'impact environnemental de ce texte est indigente. Il n'y a pas d'étude d'impact économique, il n'y a pas d'étude d'impact social, il n'y a pas d'étude d'impact territorial. Et donc nous, ce qu'on appelle de nos voeux, sans prétendre en aucune manière que les entreprises d'une manière générale, le MEDEF en particulier, savent tout sur tout et doivent être obéis au doigt et à l'œil. Évidemment non. Ce qu'on demande, c'est que de la part des décideurs publics, il y a quand même en amont, on sent que ça prenne un temps infini parce qu'il y a des urgences. Le climat est une urgence, qu'il y ait beaucoup plus de concertation pour qu'on soit à la fois plus pragmatique, donc plus efficace, et à nouveau qu'on prenne mieux en compte les sensibilités diverses, pas pour être dans le déni, pas pour enterrer les débats, pas pour pratiquer la politique de l'autruche, rien de tout ça. Mais voilà, il y a un principe d'efficacité. Je crois que c'est un peu notre ADN, nous entrepreneurs, que d'avoir ce souci à la fois de pragmatisme, d'efficacité et puis de temps long.
les mesures de circonstance ne sont jamais les bonnes. D'accord. Alors une dernière question. De quel environnement global les entreprises ont besoin pour pouvoir passer ce cap de transition qui va durer, on l'a compris, plusieurs années? On a besoin de se mettre d'accord avec nous-mêmes. Je veux dire, la collectivité nationale ou européenne, mondiale, ça serait idéal, parce qu'il ne faut pas perdre de vue dans ces débats que tout le monde n'avance pas au même rythme et qu'on a des petits camarades de jeu, non, de redoutables compétiteurs qui n'ont pas forcément les mêmes approches, les mêmes logiques et les mêmes objectifs. Alors, ça ne veut pas dire là non plus qu'on ne doit rien faire parce qu'eux ne font rien, qu'on se comprenne bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait un principe à la fois de réalité et de cohérence. Typiquement, dans ce débat, alors ça peut paraître sordide, ça peut paraître même minable aux yeux de certains brillants esprits, mais enfin, nous, on s'est appliqué, le MEDEF s'est appliqué à faire chiffrer ce que coûterait la tenue de la trajectoire de décarbonation à laquelle on adhère totalement. On adhère aux objectifs des accords de Paris, on adhère au Green Deal, donc à la neutralité carbone en 2050. Oui, mais concrètement, bon, ça coûte... Mais voilà, à un moment donné, si on ne veut pas ne parler pour ne rien dire, ou alors, comme trop souvent ça arrive dans notre pays, se livrer à des débats complètement irrationnels, polémiques, passionnés, comment dire, agressifs d'une certaine manière, il faut qu'on pose les choses. Et l'argent, ça compte aussi, parce que voilà. Et donc, nous, on a fait chiffrer, mais on est les seuls à avoir fait chiffrer jusqu'à une période récente. Entre-temps, il y a d'autres études qui sont sorties et qui corroborent totalement d'ailleurs nos chiffrages. C'est 40 milliards d'euros d'investissement de plus pour nos entreprises chaque année, avec bien sûr d'un secteur d'activité à l'autre, des enjeux qui sont très différents. C'est pas la même chose quand vous êtes dans la sidérurgie ou si vous êtes dans un métier de pur conseil. Mais en moyenne, ça sera ça. Et donc, que fait-on ? Il y a tout ce qui touche à la formation. On sait très bien qu'il y a des métiers qu'il va falloir reconvertir, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a de nouveaux métiers qui émergent, les 200 000 personnes dont on a dès à présent besoin pour tenir la cadence de rénovation thermique des logements, eh bien, il faut qu'on les forme à un moment donné, d'autant plus que ce sont des emplois qui sont certifiés. Et ainsi de suite. Et donc, il faut qu'on mette en cohérence, en définitive, tous ces enjeux, avec d'autres enjeux. Je pense par exemple aux enjeux démographiques, de vieillissement de la population. Donc, il y a des emplois, il y a des tensions de recrutement qui existent et qui vont s'exacerber encore. En contrepartie, il y a de nouveaux emplois qui vont apparaître. Et donc, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est avec ce principe de rationalité qui, au quotidien, doit inspirer les chefs d'entreprise et qui n'exclut pas l'enthousiasme, qui n'exclut pas l'ambition, eh bien qu'on ait la big picture et que là où on a trop souvent des approches très segmentées, un peu passionnelles, un peu catégorielles, eh bien on prenne avec les organisations syndicales, avec les pouvoirs publics, avec qui il voudra bien, on prenne le temps de dire voilà, on veut arriver là, les conditions raisonnables pour y arriver, elles sont celles-ci. J'en viens au sujet de la formation. On a encore, comment dire, des marges de progression considérables sur la formation initiale. Le sujet est pris en compte dorénavant de manière très résolue par les pouvoirs publics. Je pense en particulier à ce qui a été initié, que nous on soutient, que moi je soutiens en particulier résolument, la réforme des lycées professionnels. Mais on sait qu'on va devoir réinventer en termes de formation continue des dispositifs de transition individuelle, de transition collective. Et tout ça, moi je le trouve extrêmement stimulant. Et là où on a aujourd'hui trop tendance, à partir de là, à se fractionner, à s'invectiver dans certains cas, je pense qu'au contraire, si on appréhende bien ces sujets-là, et nous les entrepreneurs, nous avons donc une légitimité et une responsabilité singulière, si on appréhende bien ces sujets-là, je pense que ça peut contribuer à ce qu'on recrée une forme de récit national. Ça peut vous paraître grandiloquent et un peu naïf, moi je crois à ça. C'est ça qui fait défaut à notre pays, c'est qu'autour de ces grands objectifs, eh bien voilà, on recrée un collectif national avec une place éminente, me semble-t-il, et tout à fait désintéressé et sincère de la part des entreprises et des entrepreneurs. Eh bien, Patrick Martin, merci beaucoup pour ce témoignage. On peut l'applaudir. Merci. Voilà, c'est la fin de cette séquence de la REF. Alors, avant complètement de finir, j'invite les Gazards à nous rejoindre sur la scène. Ils nous ont accueillis ce soir. Et Jonas a un petit mot à nous dire. Patrick, vous restez avec nous, puisqu'on va faire la photo finale. Ah, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, vous allez leur dire quelque chose, bien sûr. Alors, pardon, je fais un peu dans la sensiblerie. Ça m'arrive rarement pour ceux qui me connaissent.
Du moins, je le laisse pas trop transparaître. Moi, j'ai deux belles émotions. Enfin, j'ai que des belles émotions aujourd'hui. La première est d'être avec vous et devant vous. Mais il se trouve que tout à l'heure, on m'a remis le facsimilé de l'extrait de naissance de mon grand-père, né à Blanzy, puisque nous étions à Blanzy avec une visite passionnante de l'usine Michelin. Et il se trouve que le même grand-père, qui était un industriel extrêmement brillant, était lui-même Gazard de Cluny. Alors voilà, c'est plein de petits clins d'œil. Je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais ça me touche beaucoup. C'est très bien. Merci. Restez avec nous. Je m'appelle Jonas, j'ai 21 ans et je suis élève ingénieur aux arts et métiers de Cluny. Si nous sommes là ce soir, c'est bien entendu pour participer à cette belle soirée, à l'organisation de cette belle soirée, mais aussi pour vous faire part d'un projet. Un projet qui nous tient à cœur. Depuis le début de l'année, nous travaillons sur un projet qui consiste en la revalorisation des invendus de pain sous forme d'une farine éco-responsable. Nous travaillons en partenariat avec les Restos du Cœur qui tous les jours collectent le pain et, bien sûr, ont du mal à le recycler parce que le pain, il sèche. Donc nous, avec mes camarades, nous travaillons depuis le début de l'année sur une technologie qui vise à leur faciliter cette transformation d'un pain dur en une farine solidaire. Cet engagement, il ne sort pas de nulle part. En fait, on s'est renseigné sur un peu les différentes organisations qui travaillent aujourd'hui pour œuvrer pour les personnes démunies. Et la première, qui est portée par l'abbé Pierre, Emmaüs. C'est un projet l'abbé Pierre utilise 3 piliers. Le premier, le travail. Le pain qu'on a mangé, on l'a gagné. Le deuxième, la communauté, le travail de tous au service de tous. Et enfin, le service. Nous voulons nous payer le luxe d'être des donateurs. Ces 3 mots résonnent en nous et nous interrogent sur notre volonté, sur qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut œuvrer pour une production verte ou est-ce qu'on veut aider les gens? Aujourd'hui, chaque année, il faut savoir que c'est 150 000 tonnes de pain qui sont jetées. Aujourd'hui, chaque année, c'est 16% des Français qui ne mangent pas à leur faim, qui représentent plus de 10 millions de personnes. Ce constat accablant nous pousse aujourd'hui à mettre nos savoir-faire techniques au service d'une cause sociale et environnementale. Je terminerai par une petite anecdote. L'abbé Pierre, lorsqu'il créa Emmaüs, avait un camion pour sa collecte. Ce camion, il ne marchait pas très bien, il n'était pas très fonctionnel. Lorsqu'il faisait froid, il ne démarrait pas. Et vous savez ce qui lui a permis de démarrer? C'est la pente. La pente. Le camion était mis dans la pente et à ce moment-là, il démarrait. Et bien nous, on est dans la même situation. On est une dizaine d'ingénieurs, plein de volonté. Nous voulons innover, nous voulons travailler au service des autres et nous poussons un camion qui est trop lourd pour nous. Donc nous avons besoin de vous afin de faire démarrer ce camion. Je vous remercie. Merci. Alors, merci. Alors j'invite toute l'équipe du MEDEF à me rejoindre sur scène pour la photo. Par contre, on va la faire de l'autre côté, la photo. Ah, déjà une ici. Ah là, il faut être efficace. L'équipe du MEDEF, venez me rejoindre. Delphine. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? L'équipe du MEDEF, s'il vous plaît. Fabien, tu peux nous rejoindre aussi. Ah, le son du micro, on nous demande le son dans le micro, s'il vous plaît. Entendu. Alors, la photo, on en termine et après, je vous promets, on vous libère, vous allez au cocktail. Allez les filles. Donc je pense qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Ça fait 10 mois qu'elles travaillent à la création de cet événement. C'est un travail énorme. Bravo. Merci. Merci. Alors moi, j'ai pas du tout respecté le contrat. J'ai explosé le temps. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. C'était la première fois pour moi. En tout cas, j'étais ravi de le faire.